Mesdames et messieurs, bonsoir et merci d'être au rendez-vous de cette session d'information sur Canal 3 Bénin. Au sommaire de ce journal, le ministre de l'Énergie, de l'Eau et des Mines poursuit son périple sur les chantiers de transformation et de distribution de l'énergie électrique. Il était ce mercredi sur le site qui abrite le poste de Togben dans la commune d'Abomey-Calavi. C'est dans le cadre du projet Accès durable et sécurisé du Bénin à l'énergie électrique. Les détails dans un instant. Nous parlerons également dans ce journal de la session ordinaire du comité des ministres du projet gazoduc de l'Afrique de l'Ouest. C'est une rencontre qui se tient à Cotonou après Abuja au Nigeria en mai 2022. Un rendez-vous pour évaluer les différentes actions mises en œuvre au profit des États membres de la région ouest africaine. Les détails dans ce journal. Et pendant ce temps, le ministère de la décentralisation et de la gouvernance locale organise la deuxième édition de la conférence des gestionnaires des ressources humaines au titre de l'année 2023. Un séminaire qui réunit les acteurs du ministère et ceux des structures déconcentrées. Au menu de cette deuxième édition, au titre de l'année 2023, le niveau de mise en œuvre des règles de coordination des régimes de retraite de la CNSS et du Fonds national des retraites du Bénin au profit des agents du ministère de la décentralisation et de la gouvernance locale. Voilà pour les titres. Mesdames et messieurs, à nouveau, bonsoir. Après l'étape du Mono, le ministre de l'Énergie, de l'Eau et des Mines s'est rendu ce mercredi 22 novembre 2023 à Togben dans la commune d'Abomey-Calavi. Il s'agit pour l'autorité de constater la finition des travaux sur le chantier du poste de transformation et de distribution de l'énergie électrique. C'est dans le cadre du projet d'accès durable et sécurisé du Bénin à l'énergie électrique. Les détails dans ce reportage signé Esther Tofa. Fin des travaux ici au poste de Togben sur la route des pêches avec mise sous tension des installations. Le ministre de l'Énergie, de l'Eau et des Mines a exprimé sa satisfaction face à la concrétisation progressive du projet PAD-SBE. Les populations de Firosé sont déjà alimentées à travers ce poste. Firosé, Togben, tout ce qui est autour sont déjà alimentés à travers ce poste. C'est vrai, beaucoup de départs ne sont pas encore alimentés. En fait, ne sont pas encore utilisés. Sur les 12, nous avons pu voir seulement 3. Il y a encore de la marge, il y a de la place pour les demandes d'abonnement et ainsi de suite, l'extension des réseaux pour couvrir donc entièrement cette zone. C'est une zone très sensible et importante à la fois pour le gouvernement parce que vous savez, nous avons notre grand projet, un de nos projets phares du programme d'action du gouvernement, donc la route des pêches. Avec tout ce que nous prévoyons comme installation, vous voyez les travaux qui sont en cours. Donc il faut de l'énergie, et l'énergie de qualité. C'est pourquoi donc ce poste, pour la première phase du projet, a été construit. Et là, c'est une fierté pour nous. Nous ne pouvons que dire merci à Vinci, qui a fait un bon travail. L'accès durable et sécurisé du Bénin à l'énergie électrique se dessine petitement. L'entreprise en charge des travaux s'est réjouie de la confiance à elle accordée par le Bénin et a souhaité accompagner le pays dans la suite du projet. Nos équipes ont eu à cœur de montrer que cette confiance était méritée et les ouvrages que vous avez pu visiter en témoignent. Ils ont été réalisés dans un délai remarquable, moins d'un an pour ce poste. C'est le signe aussi que nos équipes collaborent bien et que les décisions sont prises rapidement et qu'on sait faire du travail de qualité dans des délais serrés. Je pense que c'est un vecteur de développement et nous sommes très fiers et nos équipes sont très fiers de pouvoir contribuer à ce développement. Et je pense que la visite avec nos équipes locales qui auront à cœur de continuer à vous accompagner pour que l'ensemble des populations puissent avoir accès à l'électricité au Bénin. Le périple a pris fin par un don de kits scolaires aux écoliers de l'EPP Togben d'Aro. L'entreprise Vinci Énergie a également réalisé une fresque murale pour rappeler l'importance de l'accès à l'énergie électrique par tous. Après Abuja au Nigeria en mai 2022, c'est Cotonou qui accueille cette année les travaux de la session ordinaire du comité des ministres du projet gazoduc de l'Afrique de l'Ouest. Un rendez-vous pour évaluer les différentes actions mises en œuvre au profit des États membres de la région ouest africaine. La cérémonie d'ouverture des assises a été présidée par Samou Seydou Adambi, ministre de l'Énergie, de l'Eau et des Mines et président en exercice du comité des ministres de l'AGAO. Idrissou Boukari pour plus de précisions. Les travaux de la session ordinaire du comité des ministres du projet gazoduc de l'Afrique de l'Ouest s'ouvrent ce jeudi 23 novembre 2023. Le projet est une initiative de la CEDEAO issue de son document de politique énergétique adopté en 1982 par les chefs d'État et de gouvernement de la communauté. Le Bénin, le Nigeria, le Togo et le Ghana en sont les membres.
Le projet a été mis en place pour faire face aux nombreux défis énergétiques de la sous-région ouest africaine, comme la non-couverture de la demande et la fréquence des délestages. Je me réjouis du rôle moteur que les États membres de l'AGAO ont joué dans la réalisation de cette importante infrastructure régionale et surtout pour tous les efforts que le comité des ministres a entrepris ces dernières années pour apporter des réponses judicieuses aux difficultés qui affectaient le fonctionnement du gazoduc de l'Afrique de l'Ouest. Efforts qui ont permis de redonner une certaine vitalité à cette initiative régionale et je voudrais vous en féliciter sincèrement et personnellement. 52% de la population a accès à l'électricité dans la région, selon le représentant du président de la commission de la CEDEAO, ce qui traduit la taille des défis à relever dans les années à venir. Après 12 ans de mise en œuvre, c'est le moment de faire le bilan des actions menées et définir de nouvelles perspectives. Mis en service en novembre 2011, le gazoduc de l'Afrique de l'Ouest a connu des difficultés, mais aussi et surtout d'impacts positifs sur la communauté. Il s'agit notamment de l'ouverture du GAO en 2012 aux chargeurs autres que le chargeur d'origine, ce qui a permis d'enregistrer à la date d'aujourd'hui plus de 12 chargeurs, même si tous ne sont pas encore opérationnels. D'une meilleure disponibilité de gaz sur le GAO, la réalisation du projet d'interconnexion Takoradi-Perma qui a permis d'accroître significativement le volume de gaz transporté par le GAO avec bien évidemment un impact positif sur le tarif de transport. Gaz naturel au service du développement économique et de l'intégration régionale. C'est le thème de cette session ordinaire. Les décisions qui seront prises au cours de ces travaux permettront aux différentes parties prenantes d'accroître la production de l'électricité, la rendre disponible, la pérenniser et la rendre abordable pour les consommateurs de la région. Parlons à présent du séminaire de sensibilisation et de formation en droit communautaire initié par la Cour de justice de l'UEMOA au profit des acteurs judiciaires. C'est dans le but de mener à bien sa mission qui consiste à veiller au respect du droit au sein de l'espace. La formation lancée lundi dernier a pris fin ce vendredi à Cotonou. Retour ici sur les temps forts de la cérémonie d'ouverture des travaux. C'est une séance de formation qui réunit dans cette salle les acteurs judiciaires et praticiens du droit. Le séminaire est une initiative de la Cour de justice de l'UEMOA qui vise à vulgariser le droit communautaire au sein de l'espace. Spécifiquement, il s'agit de sensibiliser les acteurs et les amener à se familiariser davantage au droit communautaire UEMOA ainsi que les modalités de sa mise en œuvre. Si cette formation cible les 10 acteurs judiciaires, c'est pour les raisons principales suivantes. La sécurité du droit et la prévisibilité des décisions de justice tendent à devenir un élément essentiel du procès équitable qui lui-même requiert une meilleure formation des juges et une diffusion des informations dont ceux-ci ont besoin pour asseoir de bonnes décisions. C'est pourquoi nous espérons, mesdames et messieurs les participants, qu'à l'issue de ce séminaire, vous vous approprierez les normes communautaires dont le développement et l'évolution se font à une vitesse fulgurante, et ce, pour contribuer à la création d'une véritable jurisprudence communautaire. À l'ouverture des travaux, le garde des Sceaux béninois parrain du séminaire, dans son allocution, a souligné l'importance de cette activité pour l'accès au droit et à la justice. Pour l'ensemble de la communauté de l'UEMOA, il est essentiel d'intégrer les orientations de l'UEMOA, mais aussi l'harmonisation du droit dans les pays de la sous-région. C'est en assurant la transparence, c'est en assurant la prévisibilité, la responsabilité de notre environnement juridique que nous passerons du virtuel au vivant. Nous devons donc œuvrer pour que chacun puisse naviguer à travers ce cadre juridique avec confiance et compréhension. Sur le plan de l'accès à la justice, il faut juste rappeler que l'accès à la justice est le socle sur lequel repose notre société et qui en permet d'en assurer l'équitable et démocratique application des lois. Il ne suffit pas d'avoir des lois claires et cohérentes, il est tout aussi crucial que chaque individu ait la possibilité
d'accéder à un système judiciaire équitable et efficace. Les participants à cette formation sont invités à travailler ensemble pour lever les obstacles qui entravent l'accès à la justice, l'effectivité du droit ainsi que le respect des procédures par tous les acteurs. Ceci dans le but de garantir que nul ne soit exclu du système judiciaire en raison des circonstances économiques, sociales ou éducatives. De son côté, le ministère de la décentralisation et de la gouvernance locale organise la deuxième édition de la conférence des gestionnaires des ressources humaines au titre de l'année 2023. Un séminaire qui réunit les acteurs du ministère et ceux des structures déconcentrées. Au menu de cette deuxième édition au titre de l'année 2023, le niveau de mise en œuvre des règles de coordination des régimes de retraite de la CNSS et du Fonds national des retraites du Bénin au profit des agents du ministère de la décentralisation et de la gouvernance locale. Voici le compte-rendu. Autour de cette table, les secrétaires généraux des 12 départements du Bénin et les chefs de service des ressources humaines des préfectures. 2 jours durant, ces différents cadres vont réfléchir sur plusieurs points afin d'affiner les stratégies pour une meilleure gestion des ressources humaines au niveau départemental et communal. Une initiative du ministère de la décentralisation et de la gouvernance locale. Le thème retenu pour cette session est le niveau de mise en œuvre des règles de coordination des régimes de retraite de la Caisse nationale de sécurité sociale et du Fonds national des retraites du Bénin au profit des agents du ministère de la décentralisation et de la gouvernance locale. Ce thème tire son intérêt des réformes engagées depuis 2016 par le gouvernement et parmi lesquelles il peut être évoqué la modernisation de l'administration publique. L'objectif visé est d'assurer un service public de qualité aux usagers clients. Le secteur socio-professionnel n'est pas resté en marge de cette dynamique. En effet, sous l'impulsion du chef de l'État, M. Patrice Talon, plusieurs améliorations ont été portées aussi bien à la procédure d'admission à la retraite qu'aux conditions de vie des agents retraités. En clair, ces agents vont échanger afin de cerner toutes les subtilités inhérentes au mécanisme de coordination des régimes de retraite. Le thème de la présente conférence s'inscrit ainsi dans la perspective de vous outiller en tant que gestionnaire sous les règles et procédures applicables de la coordination afin de satisfaire efficacement aux préoccupations des agents du ministère de la décentralisation et de la gouvernance locale éligibles à ce mécanisme. La première édition de la conférence des gestionnaires des ressources humaines au titre de l'année 2023 du ministère de la décentralisation et de la gouvernance locale avait eu lieu le 24 août dernier. Nous allons à présent suivre un extrait des prouesses de Laura Sow. Elle est la représentante des enfants du Bénin. Elle s'est entretenue ce mercredi avec le coordonnateur résident du système des Nations Unies au Bénin. Au menu de l'exercice, le tour d'horizon des actions menées par l'Organisation pour la protection et l'épanouissement des enfants au Bénin. Cette séance de takeover est une idée du Fonds des Nations Unies pour l'enfance UNICEF. Voici un extrait de leur entrevue. Est-ce que vous pourriez partager des informations sur certains défis particuliers auxquels font face les filles au Bénin et comment les Nations Unies adaptent leurs initiatives pour répondre à ces réalités locales? Ça, c'est une très bonne question, parce que c'est une question à laquelle nous faisons face régulièrement. D'abord, les défis. Quels sont les défis? Il y a une longue série de défis, mais je vais donner seulement 2 ou 3 défis. Le premier, c'est les obstacles qui empêchent à la jeune fille d'aller à l'école. Par exemple, le manque d'école, le manque de moyens, etc. Le deuxième, c'est les problèmes que les filles rencontrent même quand elles sont à l'école. C'est-à-dire si elles ne sont pas bien protégées ou bien si leurs besoins spécifiques ne sont pas satisfaits. Je vais donner un exemple. Dans les écoles, par faute de moyens, parfois on n'a pas de lieu d'aisance, donc on n'a pas de toilettes pour les garçons et puis toilettes pour les filles. Et ça peut poser aussi des problèmes pour les jeunes filles parce que les jeunes filles ne sont pas confortables d'utiliser les mêmes toilettes que les hommes. Ensuite, le troisième problème, c'est que
au Bénin, comme dans d'autres pays, parfois la culture veut que les jeunes filles se marient très tôt. Et quand elles se marient très tôt, on peut simplement parler de mariage d'enfants. Et le mariage d'enfants est un grand obstacle parce que quand la très jeune fille, 15 ans, 16 ans, se marie et qu'elle a un enfant, ça veut dire qu'elle a une grande responsabilité. Avoir la responsabilité d'un bébé, d'abord à cet âge-là, elle est trop jeune pour prendre soin d'un bébé. Et puis deuxièmement, à ce moment-là, ça veut dire que si elle était à l'école, elle ne peut plus. Parce que qui va s'occuper de son enfant. Et donc, ce que nous faisons, nous discutons avec les autorités communautaires, les autorités nationales, pour que, premièrement, elles mettent en place des lois qui facilitent l'éducation des jeunes filles. Par exemple, des lois qui empêchent le mariage des enfants. Dans un document que j'ai lu, une enquête qui a été faite, j'ai appris qu'en 2021, au Bénin, il y a eu 708 mariages d'enfants. Ça, ce sont les mariages qui ont été documentés. Mais il y en a d'autres qui n'ont pas été documentés. Et ça veut dire que si la jeune fille s'est mariée à 14 ans ou à 15 ans, ça veut dire qu'elle n'avait pas encore terminé le collège. Ça veut dire qu'elle était encore à l'école. Et donc ça, c'est un grand problème. Alors, ce que nous faisons, nous travaillons avec les autorités nationales pour changer les lois. Et au Bénin, je suis content de dire que le nouveau code des personnes et de la famille fixe à 18 ans l'âge du mariage. Mais de l'autre côté, nous donnons aussi des chances aux jeunes filles, par exemple, qui n'ont pas eu la chance de rester à l'école. À travers des programmes, on donne des formations pour qu'elles puissent apprendre à faire quelque chose, à faire un métier, à pouvoir gagner un peu d'argent pour vivre. Autre registre de l'actualité nationale, tous les Béninois sont appelés à participer à la formulation de la vision nationale du développement à l'horizon 2060. La problématique est mise sur tapis ce jeudi à la faveur d'une cérémonie organisée au Palais des Congrès de Cotonou, une cérémonie au cours de laquelle les membres du cadre institutionnel de mise en œuvre de ces études nationales de prospective à long terme sont également installés. Nous allons suivre. Tous les corps constitués de la nation étaient à la salle rouge du Palais des Congrès de Cotonou pour le lancement du processus de formulation de la vision nationale de développement du Bénin à l'horizon 2060. Penser la nation sur plusieurs années est une action prospective que le Bénin a pu réaliser déjà par le passé. Les premières études nationales de prospective à long terme, pensées en 1993 et lancées en 1998, ont conduit à l'orée de l'an 2001 à la construction de la vision Bénin 2025 à l'AFIA. Comme vous pouvez le constater, cette échéance tend inexorablement vers son terme. Ainsi, conscient de son importance et du fait qu'il s'agit d'un processus long et complexe, le gouvernement a inscrit au titre des priorités du programme d'action du gouvernement 2021-2026 la construction d'une nouvelle vision du Bénin. Ne pouvant tisser la nouvelle corde qu'au bout de l'ancienne, la vision Bénin 2025 à l'AFIA a d'abord été évaluée. Le cabinet d'experts ayant travaillé à la capitalisation des acquis et insuffisances pratiques de cet agenda a présenté à l'occasion le fruit de ses travaux. L'équipe scientifique coiffée par l'ancien ministre de la Planification, Antonin Dossou, a relevé en somme une vision Bénin 2025 à l'AFIA bien ambitieuse, mais pas suffisamment mise en œuvre. Va s'en suivre la présentation de la feuille de route de formulation par le secrétariat permanent de l'équipe technique de pilotage pour ces études nationales de prospective à long terme Vision Bénin 2060. À l'instar de celui de la Vision 2025, le processus de la Vision 2060 sera mis en œuvre de façon participative et inclusive. Toutes les forces vives de la nation seront consultées et des consensus seront dégagés sur les choix à opérer. Dans les prochains jours, chacun sera sollicité de diverses manières à apporter sa pierre à l'édifice de cette nouvelle vision du Bénin. Nous avons anticipé sur cette problématique en faisant le choix, comme l'a dit
Robert Dossou dans la vidéo tout à l'heure, en faisant le choix de soumettre au vote du Parlement la vision que consensuellement nous aurons adoptée. Cette cérémonie de lancement marque aussi l'installation des membres du cadre institutionnel de mise en œuvre de la Vision 2060 dont les travaux durent 2 ans. Le Bénin a accueilli du 21 au 23 novembre 2023 un forum sur le financement du secteur poste en Afrique. C'est une initiative de l'Union postale universelle pour répondre aux nouvelles réalités qui font reléguer au second rang les services postaux. Le thème de ce forum permettra aux participants d'étudier l'opportunité du financement dans le secteur. Reportage. 45 pays de l'Afrique francophone et anglophone sont représentés au Bénin pour le forum sur le financement du secteur postal en Afrique. But de la rencontre, répondre en urgence aux défis financiers qui relèguent la poste sur le continent. Ces structures qui ont longtemps servi la population subissent progressivement le déclin. Ce forum sur le financement du secteur postal tient beaucoup à l'Union postale universelle parce que tout le monde sait qu'aujourd'hui le secteur postal est un peu négligé, on n'y croit plus, on se demande mais c'est quoi la poste? Parfois quand vous discutez, vous entendez mais est-ce que la poste ça existe? À quoi ça sert? Bien entendu que le secteur postal existe et elle est encore bien plus dynamique. Au Bénin, comme dans la plupart des pays africains, la poste est quasiment accompagnée par les États. Il ne pouvait en être autrement, car en Afrique, la poste est la voix de ceux qui sont loin, le lien qui unit les communautés éloignées et une passerelle vers l'avenir numérique. Le rendez-vous de Cotonou se veut le cadre idéal pour redonner à la poste sa place dans la société. Et comme le précise le thème de la réunion, financement du secteur postal en Afrique entre obstacles et opportunités. Il est question de trouver des moyens nécessaires pour s'adapter à l'évolution mondiale, ce qui implique la considération de multiples enjeux. Il inclut la modernisation des infrastructures postales, la formation du personnel, l'adoption de nouvelles technologies, la diversification des services et la compétitivité sur le marché en constante évolution. Tous ces changements ne peuvent être opérés sans un accompagnement de l'État et d'autres acteurs stratégiques. Les acteurs postaux sont ouverts à toutes les possibilités. Au cours des 72 heures de la rencontre, ils ont travaillé avec des experts sur des thématiques ayant un intérêt stratégique majeur pour le développement durable du secteur postal africain. Et c'était en présence des partenaires financiers. Avec l'application ANIP BJ, c'est désormais possible d'authentifier et d'effectuer des demandes de documents de l'Agence nationale d'identification des personnes. La plateforme est présentée aux agents des secteurs bancaires, d'assurance, la police républicaine et d'autres structures privées comme publiques. C'était à la préfecture de Cotonou. Tédé Goudalo pour plus de précisions. Ces hommes et femmes proviennent de structures privées comme publiques pour prendre part à cette séance de présentation d'applications. À l'invitation de l'Agence nationale d'identification des personnes, ils prennent connaissance du mode d'usage et les avantages de la plateforme ANIP BJ. Cette application ANIP BJ comporte 2 volets essentiels. D'abord, un volet pour authentifier le document, c'est-à-dire s'assurer que le document que j'ai en face de moi est un document délivré par l'ANIP et authentique. Et le second volet, c'est pour faire des demandes d'actes, tout ce qui est acte et certificat. Donc, en ce qui concerne l'authentification des documents, c'est très facile. On avait jusqu'à scanner le QR code prévu à cet effet-là et renseigner les données que vous avez sur l'acte, sur l'application. Et après ça, vous cliquez sur un bouton qui vous envoie si le document est bon. En cas d'erreur, il vous notifie sur la ligne qui est en ligne. Pour la demande aussi, c'est très facile. Vous n'avez qu'à renseigner, quand vous connectez d'abord l'application via votre NPI et un mot de passe. Après ça, vous n'aurez juste qu'à renseigner les divers champs qu'il faut renseigner et vous procédez au paiement. Cette application va permettre aux structures financières, aux services d'État de satisfaire l'usager, de vérifier sur place
les actes qui sont délivrés par l'ANIP et de ne pas renvoyer les usagers sur de simples doutes. L'application ANIP BJ offre la possibilité aux usagers de changer leur numéro de téléphone, leurs adresses mail, leur signature et surtout permet d'avoir l'historique des demandes d'actes et de certificats effectués. Ce qui est important ici, c'est d'abord l'authentification, mais également les demandes qui sont faites par les citoyens. Et je crois que cela va leur faciliter d'accéder à leurs données et de pouvoir, dans la mesure du possible, corriger les erreurs éventuelles qui pourraient avoir été commises. Et c'est dans ce cadre-là que nous avons lancé cette application et mis à la disposition de tous ces services-là pour faciliter le service. ANIP BJ, déjà disponible sur Play Store, sera bientôt accessible sur App Store. Parlons à présent du dragage du sable lagunaire à Guingamp-Zoumé dans l'arrondissement de Godomé, commune d'Abomey-Calavi, une activité devenue source de plusieurs désagréments pour la population de cette localité. De la pollution sonore à la dégradation des habitations en passant par l'invasion de l'eau, vivre dans ce village de la commune d'Abomey-Calavi est devenu un véritable calvaire pour ses habitants. L'une de nos équipes s'est rendue sur les lieux afin d'effectuer un constat. Voici le point dans ce reportage de Hugues Vingbe présenté par Florence Bossa. Une importante mobilisation ce lundi matin dans le quartier de Guingamp-Zoumé, dans l'arrondissement de Godomé, commune d'Abomey-Calavi. Exaspérée par la situation qui prévaut ici, la population a décidé de s'unir pour crier son ras-le-bol, manifester sa colère. Depuis que des sociétés de dragage de sable sont installées dans la lagune et ont démarré leur activité, rien n'est plus comme avant dans cette localité. Depuis un certain nombre d'années, brusquement, certaines sociétés ont été installées ici. Mais force est de constater qu'elles ne nous permettent pas de dormir la nuit parce que les bruits des moteurs, les bruits des choses là, ne respectent aucune norme environnementale, aucune norme en matière de pollution sonore. Non seulement ça, les portions de terre qui sont jadis pour la population sont draguées, sont dégradées, sans respect aucun, n'est-ce pas, des normes. Oui, au dragage boyero biblo, nous d'agréer à domiton les biais. Bon, mi zankwe daho bubaleo hole bidion yejeke. Bon, yekaro exemple bonage nous mi bon, mi so comprenti hein. Face à cette situation qui perdure depuis 2008, selon les riverains, plusieurs démarches ont été entreprises par la population à l'endroit des autorités et des structures compétentes. Mais elles n'ont pas abouti. Nous avons saisi le juge à l'époque. À un certain niveau, n'est-ce pas, le dossier a été bloqué. Nous avons aussi saisi le maire nous a même, le maire d'Abomey-Calavi, et le maire actuel, avant Djinou. Il nous a reçus. Parce qu'en temps, on voulait saisir la presse, il nous a reçus, mais suite à cela, plus de choses là. Et nous avons que ce soit le CA, on a écrit la SE, on a écrit la Direction générale des mines, on a même fait une note à l'endroit du ministère du cadre de vie, mais rien n'est fait. Approché, le chef du quartier nous donne quelques explications. D'après ses dires, un processus de bornage a effectivement été entamé sans être achevé. Donc, à cause de ça, et Nimo, Tovire, bon, et Nassou, bornage aussi à quoi? Bon, mi bon et dit nous et sous bornage aussi quoi? Et doté. Bon, et wa gonfi, moblo enquêteur, commodo et incommodo. Donc, fille mi de fuite, et
enawa morcelé monumi bona manumi ponwe ewo ba to village kukunji promoteur la do no kunwe de le wa venu mita won e wa je côté de mais do file di bodo nu ko we eyin do gangan sume we ne do jide ke ni kunwe a e blessing zunga mo wa kun mo wa do kunwe fi to vilo ngo fond de yane. Ne sachant plus à quel saint se vouer, les propriétaires terriens lancent un appel au président de la République afin que le dragage du sable lagunaire soit réorganisé et le processus de bornage conduit à terme. Nous allons refermer ce journal par une note de gaieté avec la célébration des noces d'Héméro de l'Ordre national des architectes et urbanistes du Bénin. La célébration des 40 ans d'existence de cette association a démarré mardi dernier à la Maison des bâtisseurs à Cotonou par le lancement officiel des festivités qui s'étendent sur 4 jours. Également au menu de ce rendez-vous, la visite des stands de matériaux de construction haut de gamme exposés pour la circonstance. Reportage. 1er novembre 1983, 1er novembre 2023, 40 ans se sont déjà écoulés depuis la création de l'Ordre national des architectes et urbanistes du Bénin. Autant d'années au service de la population béninoise et du développement du pays qui ne peuvent être passées sous silence. Pour marquer ces noces d'émeraude de l'association, ses adhérents ont mis sur pied un programme riche en couleurs. Et c'est ce colloque international sur l'architecture en Afrique de l'Ouest qui ouvre le bal des activités. Au nombre des manifestations prévues, en dehors du colloque international sur l'architecture, il est également prévu l'Assemblée générale ordinaire de la Fédération des architectes francophones d'Afrique, FAFA, la 4e réunion de la région ouest de l'Union des architectes d'Afrique, la découverte de la GDIZ et à la soirée de gala, au cours de laquelle nous allons assister à la cérémonie de prestation de serment de 10 nouveaux architectes. Loin des plats et couverts, cette célébration qui marque une nouvelle page dans la vie de l'association est le lieu pour ses membres de faire le point des 40 ans d'existence de l'ordre. Un carrefour de dialogue qui accouchera des stratégies et solutions idoines qui vont permettre à ses membres de mieux organiser le secteur. À leur côté, pour immortaliser cette commémoration, l'Union économique et monétaire ouest-africaine, la Fédération des architectes francophones de l'Afrique et l'Union des architectes d'Afrique, un parterre de personnalités et partenaires venus rehausser l'événement. La commission de l'UOMOC salue et soutient l'organisation des activités de la célébration des 40 années de l'Ordre national des architectes et des urbanistes du Bénin, notamment le colloque international sur l'architecture, qui est une initiative de la conférence des ordres des architectes des États membres de l'Union. Nous restons tous engagés à vos côtés pour relever les défis de l'architecture et la professionnalisation du métier d'architecte dans notre région. Je voudrais vous réitérer donc l'engagement du président de la République à vous donner la main pour vous donner l'occasion d'éclore votre potentiel dans la rigueur et le professionnalisme qui doivent désormais caractériser le cadre de vie résilient, durable, sûr et inclusif, totalement en droite ligne avec l'ODD 11. La célébration du 40e anniversaire de l'Ordre national des architectes et urbanistes du Bénin ne s'arrête pas à cette cérémonie inaugurale. Entre autres activités au menu des festivités, cette fois dédiée aux matériaux de construction haut de gamme et de la dernière génération. Un espace qui va permettre à ses membres et leurs hôtes d'échanger et de nouer des partenariats plus fructueux pour booster le développement du secteur. Voilà, ce sera tout pour ce journal. Merci pour votre aimable attention. Bonne soirée à chacun et à tous.